Donc Ivanae, c'est une entreprise brestoise qui vient d'être créée au mois d'octobre. Bon, c'est un projet qu'on porte depuis plus de 4 ans. C'est des idées, certaines des idées du laboratoire. Donc quand on a une idée dans un laboratoire, quand on réussit, on essaye de déposer un brevet, c'est super. Le brevet, on l'a eu. Et puis une fois qu'on a le brevet, c'est bien, on a un concept dans une boîte en carton. Sauf que le concept dans une boîte en carton, ça ne peut pas être utilisé sur un vrai patient. Et nous, notre seule volonté de faire un produit, c'est de le mettre sur le patient. Donc pour le mettre sur le patient, il faut passer toutes les étapes de production industrielle et de marquage qui vont avec. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans passer au stade de la création d'entreprise. Il y a deux façons de faire. Et la façon la plus simple, ça serait de le vendre à l'industriel. Sauf que l'industriel qui ne vous connaît pas, il ne va jamais acheter votre bricolage à l'intérieur d'une boîte en carton. Donc la deuxième façon de le faire, c'est de créer les startups ou les spin-offs. En l'occurrence, une spin-off, c'est une entreprise qui est directement reliée à votre activité de recherche. Et donc c'est le processus que j'ai choisi, en tout cas à chaque fois, que ce soit pour Oxinov ou pour Ivanae. Et donc on a créé la SAS au mois d'octobre avec l'équipe constituée. Donc souvent c'est la directrice générale actuellement, mais c'était notre thésarde. En gros, elle a été thésarde chez nous, elle a été postdoc sur des contrats pour développer le produit après. Et Dimitris Vizikis, c'est le directeur du LATIM et qui porte le projet depuis le début. Et l'idée, alors juste pour vous expliquer très sommairement en quoi ça consiste, le produit qu'on va essayer de développer, vous avez peut-être déjà passé ce qu'on appelle des spirométries, c'est-à-dire une évaluation de la capacité de votre souffle. Donc on met le tuyau dans la bouche, on met le pince-nez, on essaie de souffler le plus vite et le plus fort possible. Donc ça c'est bien quand on est debout en pas trop mauvais état général et c'est pas forcément utilisable pour tous les patients, en particulier des patients de réanimation ou des patients myopathes, des patients neuromusculaires. Et donc on s'est dit qu'avec les compétences qu'on avait tous en caméra et en mesure optique, il y avait forcément moyen de faire mieux. Et en particulier, on a déniché des vieilles techniques qui s'appellent les caméras temps de vol. C'est temps de vol, donc alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle temps de vol. L'idée, c'est que c'est plus des mesures continues. Le principe, il est assez simple. C'est on émet un signal lumineux sur un objet. On récupère ce signal lumineux par réflexion. Et donc, on est capable de mesurer la distance. Donc, c'est juste les systèmes de mesure télémétriques qu'il y a dans toutes les entreprises. C'est vous envoyez un signal lumineux, puis vous êtes capable de mesurer la taille d'une pièce, par exemple. C'est ça le principe d'une caméra temps de vol. Et en fin de compte, si on va un tout petit peu plus loin, donc ça, c'est le point qu'on mesure. Et on va être capable, avec cette caméra, de mesurer ses mouvements dans l'espace en X, Y et en Z. Et donc, on va être capable de tracer la courbe de ces mouvements-là. Et ça, c'est un principe mathématique de base, c'est quand on calcule un mouvement d'un point ou d'une surface dans l'espace, l'intégrale mathématique de ce mouvement-là, c'est la surface de votre objet. Et l'idée, c'est en fin de compte, on n'envoie pas un point, on envoie une multitude de points sur notre objet d'intérêt qui est le thorax. Nous, ce qu'on veut, c'est mesurer la capacité des poumons. Donc, notre caméra ne va pas envoyer un point, elle va envoyer des milliers de points sur cette surface et à chaque fois, on va mesurer les mouvements X, Y, Z de chacun de ces points-là. Donc, on va faire des tranches multiples. Donc, on va calculer des surfaces multiples. Et quand on additionne toutes les surfaces les unes après les autres, donc la somme mathématique des surfaces, ça va nous donner le volume de la surface qu'on a essayé de mesurer. Voilà, donc ça c'est le principe, c'est de la mathématique de base, hein. Je suis de bazar, je suis le plus nul mathématicien qui existe, mais en gros, voilà, c'est comme ça que ça s'explique. Et donc l'idée du produit, c'est que c'est une technique qui est totalement sans contact. Donc on mesure les volumes à l'intérieur des poumons sans toucher les poumons. C'est du temps réel, c'est ça la caméra de temps de vol, c'est du temps réel, c'est-à-dire que du temps réel et du continu, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer la capacité des poumons en continu, donc en particulier en réanimation chez les patients qui vont se dégrader ou qui vont s'améliorer avec l'intensité du traitement. Donc c'est juste une caméra, je vous montrerai quel type de caméra parce que c'est assez amusant. La première caméra qu'on a utilisée, c'est la caméra des jeux Kinect de Microsoft. L'avantage de ces caméras-là, c'est que c'est de la technologie sur étagère qui vaut 90 € une caméra de Kinect. Donc c'est aussi intéressant d'être capable de développer des mesures précises avec des outils très simples, très peu coûteux
existant déjà dans le commerce, parce que ça veut dire aussi qu'on sera capable de le substituer. Ça nous permet aussi d'assurer la durée de vie du projet, dans le temps. Si jamais la caméra Kinect tombe en panne, comme c'est une technologie simple, il suffit juste de prendre celle du concurrent et d'arriver à avancer sur le projet. Donc ça, c'est pour essayer d'assurer la viabilité. Voilà, et puis on a rajouté bien entendu un peu d'intelligence artificielle pour être capable de reconnaître les zones. Ça, c'est le thorax, ça, c'est l'abdomen, ça, c'est le poumon droit, ça, c'est le poumon gauche, pour essayer d'avancer un petit peu plus dans les concepts à l'avenir. Voilà le message, et vous avez tous entendu parler, j'en suis sûr, de l'oxygène au débit pendant la période Covid. Ça, c'est une indication cible, c'est évidemment pas la seule. Mais le message de l'oxygène au débit pour le réanimateur, c'est extrêmement perturbant. C'est vous envoyez 60 litres à 100 litres minute d'oxygène ou de gaz frais à l'intérieur du thorax du patient. On sait que ça marche, mais on ne sait pas comment ça marche. Parce qu'on n'est pas capable de mesurer ce que ça fait à l'intérieur. Il n'y a pas de capteur, vous envoyez un gros débit, donc vous ne mesurez pas ce qui se passe à l'intérieur des thorax. Si on n'avait pas cette technique de mesure externe, où on voit, où on calcule la façon dont les poumons se gonflent et se dégonflent, on n'est absolument pas capable de savoir ce que fait l'oxygène au débit. Donc l'idée, c'est qu'on a aussi maintenant, pour la première fois, une technique qui nous permet de mesurer ce qu'on fait réellement avec l'OHD. Donc on va essayer de mieux comprendre pourquoi ça marche, et aussi bien entendu de mieux comprendre pourquoi chez certains patients ça ne fonctionne pas, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de faire en sorte que ça marche mieux. Ça c'est une des indications cibles. Ça ne restera pas notre seule indication cible. Alors c'est quoi, hein? Donc c'est juste ça. Je vous ai dit, c'est une caméra Kinect avec un ordinateur connecté par derrière. Donc en plus, en termes d'encombrement, c'est plutôt simple. Alors bien entendu, le dispositif a été protégé. Donc on a protégé à la fois le hardware, donc l'outil en lui-même, mais aussi le software et toute l'intelligence artificielle. Donc on a les brevets, on a les déclarations logicielles, et on a aussi toutes les études cliniques déclarées qui nous permettent de continuer à avancer dans l'amélioration du concept. Avec comme idée par derrière, c'est comme on sait ce qu'on fait, on va être capable de mieux comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi certains patients se dégradent, en espérant améliorer, diminuer la survenue des lésions pulmonaires, mais aussi diminuer bien entendu la mortalité, diminuer la durée de séjour du patient puisqu'on a diminué les lésions, et augmenter en termes médico-économiques la disponibilité de nos lits. Donc ça c'est une autre photo, donc ça c'est une photo réaliste de la première version. C'est pas tout à fait le produit qui sortait de son carton à chaussures, mais pas loin quand même, parce que très clairement, moi je ne verrais pas acheter ça pour mon service de réanimation, c'est pas du tout ergonomique. Donc c'est quand même la deuxième itération, la première itération c'était quelque chose de monstrueux, mais vous voyez bien que c'est une caméra de Kinect de Microsoft, voilà. C'est un outil qui est plutôt simple. Donc le prototype qu'on est en train de développer actuellement avec les différents financements, c'est bien entendu quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus ergonomique, qui rentre mieux dans une chambre de patient et pas avec cette verrue d'ordinateur positionnée là. En gros, ça c'est une copie d'écran du premier article qu'on a publié dans la plus grosse revue mondiale de réanimation, qui montrait pour la première fois, effectivement, on était capable de mesurer les volumes pulmonaires chez un patient sans le toucher, mais aussi de voir ce que ça faisait quand on réglait nos 30 litres, 60 litres minutes sur le volume. Donc de montrer qu'effectivement, quand on monte les débits, le volume monte. C'est des choses toutes simples. J'en donne plus, et le poumon gonfle un peu plus, sauf que qu'on n'était pas du tout capable de le montrer jusqu'à présent, et donc le simple fait d'avoir cet outil-là nous permet vraiment d'affiner les choses. Puis l'idée par derrière aussi, les autres indications, il y a l'OHD, c'est la mode, la mauvaise mode du Covid actuellement, mais c'est notre préoccupation en tout cas, mais aussi plein de situations dans lesquelles on aurait besoin de mesurer les volumes pulmonaires et on n'est pas capable de le faire jusqu'à présent. Il y a toute la surveillance des nouveau-nés qui sont en réanimation néonatale. Il y a tous les patients neuromusculaires. Là, je vous ai mis des images de jeunes patients atteints de myopathie de Duchenne parce que ça parle à tout le monde, mais il y a aussi plein d'atteintes neuromusculaires diverses chez les adultes. C'est des patients dont on sait pertinemment que le volume pulmonaire, c'est-à-dire le volume qu'ils vont être capables de développer, c'est un marqueur pronostic majeur pour leur avenir. Donc, être capable de détecter une dégradation de ce volume pulmonaire généré à chaque inspiration, c'est aussi être capable de détecter de façon très précoce un petit signal qui devrait nous dire attention, il y a quelque chose qui se passe, attention, il faut changer un petit peu notre fusil d'épaule en termes de thérapeutique. Voilà, ça fait partie des indications à venir. Et bien entendu, comme pour tout projet, je vous en ai déjà parlé sur toutes les périodes, toutes les expéditions profondes.
en plongée profonde plutôt. Il y a un plan de financement qui a été développé. Donc notre besoin, ça va être de 1 million d'euros. Alors c'est pas 1 million d'euros d'argent privé, c'est bien entendu. Il y a certains financements institutionnels comme tout ce qui est de la protection intellectuelle. Il y a toute une partie, en particulier du design, qui est financée par la région, par la SAT, et il y a des financements en cours par la BPI. Mais en gros, on est en cours de levée de fonds d'à peu près 350 000 euros d'argent privé pour essayer de nous aider à lancer notre modèle d'entreprise. Et parce que par derrière, on a aussi une roadmap. Et notre idée, donc on se situe, on a pris 6 mois de retard un peu. On est à peu près là. Notre idée, c'est de sortir la pré-série de prototypes pour pouvoir mettre nos pré-prototypes entre les mains des organismes réglementaires pour essayer d'aller vers le marquage CE, en espérant être capable d'obtenir le marquage CE ici en 2023-2024, s'il n'y a pas de retard, parce qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement avec les nouvelles réglementations européennes sur les dispositifs biomédicaux. On a eu un petit appel d'air là, puisque la réglementation a été décalée en 2027. Donc on espère que ça va décomprimer un peu le système. Et donc l'idée, c'est vraiment de marquage CE ici et commercialisation début 2025. Et ça n'est que quand on aura eu la commercialisation en Europe qu'on attaquera la deuxième levée de fonds, et en particulier l'obtention de l'aspect réglementaire pour la production aux US. Voilà, donc ça c'est notre plan de marche. Et on a aussi en même temps des grosses études qui sont financées par le ministère de la Santé, en particulier d'ISTOP. On prévoit d'inclure à peu près 450 patients à partir du mois prochain dans l'étude pour montrer que non seulement techniquement ça fonctionne, mais qu'en plus ça a un impact sur la survie des patients. Quand tu mets 50, 100 produits sur le slide là, c'est alors quoi? 50, 100 produits vendus, commercialisés. D'accord. Alors parce que il y a toujours les grands spécialistes du développement des entreprises et de la commercialisation qui me disent ouais, 50 produits, c'est pas vendeur. D'accord. Sauf que dans la vraie vie, mais j'ai quand même quelques expériences d'entreprises biomédicales, dans la vraie vie, c'est pas ce qu'on veut qui va se passer. Et dans la vraie vie, le dispositif biomédical ne commence à se vendre qu'au bout d'une dizaine d'années, enfin commence à se vendre, à rapporter, à avoir un EBITDA qui est nul, qu'au bout d'une dizaine d'années. Et donc c'est pour ça que tous nos conseils techniques nous ont dit oh bah il faut mettre 200 produits là. Je dis oui d'accord, on vient de se lancer là en commercialisation, il ne faut quand même pas espérer qu'à partir d'un besoin qui n'existe pas, on va imaginer vendre 200 produits dans l'année, même si le prix plancher qu'on a choisi est quelque chose de plutôt raisonnable, que parce qu'on a choisi des composants simples, on va être capable de le produire à long terme à moindre coût. Donc voilà, donc ça c'est notre plan de développement, c'est 50 produits la première année, 100 produits la deuxième année. Parce qu'il faut voir aussi qu'à côté de ça, une fois qu'on a le produit, une fois qu'on a le marquage CE, il faut aussi rentrer dans les marchés publics. Et ça c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et dans le médical, ça doit être encore plus compliqué. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus compliqué parce qu'une fois qu'on a passé le marquage CE, qui était le marquage CE un petit peu plus complexe, mais par contre c'est juste, là c'est plus une roadmap, on a une checklist, la checklist est un petit peu plus difficile à remplir, mais elle est simple à suivre quand on est suivi par des organismes réglementaires. Ce qui est plus compliqué, c'est sans doute de rentrer dans les marchés publics. Là, par contre, ce n'est pas plus compliqué dans le médical. À mon avis, c'est aussi compliqué de rentrer dans un marché public pour un achat de bus que pour vendre un produit à 5 000 euros à l'hôpital. C'est les réglementations publiques qui sont compliquées. Le marché est mondial. Personne n'a encore développé un produit comme ça en Chine, en Inde. Aucun produit existant n'est en vente actuellement. On a fait une étude de marché qui avait été financée il y a 2 ans. Il n'y a aucun produit similaire qui existe à ce jour. Donc il n'y a aucun produit qui nous permette de dire que l'OHD, par exemple, permet de générer tant de volume pulmonaire chez un patient. Donc pour l'instant, on est les leaders sur le marché. Les leaders qui ne vendent pas. C'est bien d'être leader quand on n'a pas encore de contraintes financières. L'objectif de nombre de produits par an en 2035?
Alors, je vous ai pas mis l'intégralité des chiffres. Il s'est vendu pendant la période Covid 9 millions de dispositifs. Donc, dans un monde idéal, on vendrait 9 millions de dispositifs. Si on espérait une adhésion à 100% du produit, donc même si on espérait une adhésion à 50%, on pourrait imaginer 4,5 millions, c'est même déjà beaucoup trop. Oui, c'est en tout cas plusieurs milliers de dispositifs vendus. Alors après, il y a la question, il y a les oiseaux de mauvais augure qui disent oui, mais le Covid s'est passé, on ne vendra plus de dispositifs d'OHD. D'accord, on ne vendra plus de dispositifs d'OHD, mais ils sont déjà vendus, ils sont utilisés au quotidien dans le service. Donc, on n'est pas en concurrence avec les dispositifs d'OHD, on est en complément des dispositifs d'OHD. Donc, on peut espérer, comme un service de réanimation comme Brest, par exemple, on a 21 lits. On peut espérer avoir besoin de 3 à 4 dispositifs mobiles comme ça dans chaque service de réanimation français déjà. Si on regarde juste les CHU, on a 27 CHU en France qui sont tous à peu près de la même taille. Si on arrivait à vendre 3 à 4 dispositifs dans chacun des CHU, puis il y a tous les CHG, les gros CHG qui ont pareil que nous, 21 lits. Voilà, donc l'idée c'est en 2035, si on espère quelques milliers de dispositifs en tout cas. Les produits peuvent être vendus en EHPAD aussi? En EHPAD, oui, mais après la complexité de l'EHPAD, c'est les ressources humaines en EHPAD et l'indication. En tout cas, dans les centres de rééducation qui s'occupent des patients neuromusculaires, oui. C'est une technologie qui est très simple, il n'y a pas de contact justement. Il n'y a pas non plus de problème de cybersécurité d'ailleurs, parce que c'était une autre question. Donc pour l'instant, on a préféré cibler sur une indication phare en développant. Alors je vous ai parlé des neuromusculaires. L'option neuromusculaire, mesure des volumes pulmonaires chez un neuromusculaire, c'est déjà disponible dans l'option 2 qui est pré-commercialisée. Mais on ne va pas la mettre dans le marquage CE pour ne pas complexifier. Et chez les sportifs de haut niveau, par exemple, on ne pourrait pas avoir envie de... On peut le faire chez tous. On avait prévu, par exemple, dans le programme capsule de UTP. Donc, c'était une capsule qui était sous l'eau à 30 mètres. On avait aussi prévu d'installer l'assurance des volumes pulmonaires, puisque c'est une donnée qui nous intéresse, par cette caméra-là pendant qu'ils étaient allongés dans leur lit. Donc, oui, il y a pas mal de débouchés. Pas mal de débouchés potentiels. Le problème, c'est qu'il faut quand même qu'on se cible sur quelques indications phares au début. Après, c'est aussi aux gens de s'approprier la technologie. C'est aussi aux gens de s'approprier la technologie. Il faut qu'on la leur fasse connaître. Il faut qu'elle soit le plus simple possible d'utilisation. Il faut qu'elle soit la plus sécuritaire possible d'utilisation, ce qui est le cas quand même, parce que là, il n'y a pas d'irradiation, il n'y a pas de contact. Mais il faut qu'on arrive faut que les gens se l'approprient. Le process de marquage de CE, il est long, il est par étapes. Le process de marquage CE, alors il y a 2 étapes essentielles. La première étape, c'est l'obtention de la norme ISO 13485 pour l'entreprise. Donc c'est des processus de qualité. Ceci dit, l'ISO 13485, c'est l'ISO dédié à la santé. Donc c'est comme tout processus ISO de toute entreprise. Donc c'est des étapes un peu contraignantes sur les processus de qualité, étiquetage, gestion de sécurité, d'accident, voilà. Ça, c'est l'étape la plus contraignante. C'est toujours un accompagnement avec des cabinets spécialisés dans le domaine. Et en parallèle de l'ISO 13485, on démarre d'emblée le marquage CE. Et le marquage CE, c'est parfaitement codifié, c'est des checklists. Sécurité électrique, sécurité médicale, évaluation du risque, obtention du 13485. Ça prend, quand tout se passe bien, ça prend 1 an. Quand c'est long, en particulier quand il y a des modifications de réglementation européenne, c'est 1 an et demi. On avait peur un petit peu d'être dans 2 ans et demi. Parce que comme toutes les entreprises du biomédical étaient supposées refaire certifier avec la nouvelle réglementation européenne avant 2024, l'intégralité de leur dispositif, c'est-à-dire n'importe quelle petite tubulure, ils étaient obligés de le faire remarquer CE, avec seulement 2 organismes réglementaires en France et 3 autres dans le monde. C'est sûr que le système était complètement embouteillé. Là, on est libéré jusqu'en 2027-2030 même. Et donc du coup, les espoirs, les horizons s'élargissent un petit peu. Donc on espère ne pas tomber dans le 2 ans et demi, plutôt rester dans du raisonnable de 1 an à 1 an et demi.
Il y a des étapes à suivre. Logiquement, lors de la conception du produit en elle-même, on a déjà anticipé le choix des composants. Donc si on n'a pas été trop déconnant dans le processus de conception industrielle, si on a choisi des designers industriels qui connaissent le biomédical, ce qui a été notre cas, logiquement, ils ont choisi des composants qui seront non critiques et qui ne nous bloqueront pas pendant le processus de marquage. La FDA, c'est plus compliqué ou... Pardon? La FDA, c'est plus La compliqué. FDA, c'est pas forcément plus compliqué, c'est beaucoup plus long par contre, et c'est aussi beaucoup plus coûteux. Pendant très longtemps, la réglementation européenne était supposée être plus simple à suivre, ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Par contre, elle imposait d'avoir des études cliniques. Alors que la FDA, pas forcément. Là maintenant, c'est un petit peu l'inverse. La FDA est devenue vraiment beaucoup plus contraignante. Mais la contrainte, c'est juste du temps en plus. C'est juste du temps en plus, et le temps, du coup, c'est plus d'argent aussi. Mais voilà, donc le processus, on l'a mis ici. Ouais, si on suit le processus et qu'il n'y a pas d'accident sur la route, c'est 45 000 € pour l'obtention du marquage. Et c'est tout le reste qui a été investi avant. Et 75 000 € pour la FDA. Et ça, cet argent-là, il se traduit en temps, essentiellement. Et vous parliez de designer, du coup, la phase de design comme ça du produit, des tests avec des usagers, ça se fait à quel moment? Alors, nous, on le fait déjà dès le départ, puisqu'on a déjà fait nos preuves de concept sur patients. C'est pour ça qu'on a aussi toutes nos autorisations qu'on a déjà eues. Il y a plusieurs phases. Il y a la preuve de concept. La preuve de concept, on l'a déjà faite sur des mannequins et des modèles simulés. Après, on a déjà eu les premiers essais cliniques, donc la vraie preuve de concept clinique sur des patients. Donc, c'est déjà démarré. En gros, c'est des processus qui vont l'un à côté de l'autre. Ça dépend. Il y a des produits marqués CE, médicaux, qui sont mis sur le marché sans jamais avoir été mis sur un patient. On lui demande de mesurer quelque chose et il ne touche pas le patient, donc on pourrait dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'étude. Sauf que bien entendu, si on n'a pas l'étude, c'est la démarche commerciale qui va être beaucoup plus compliquée, puisqu'on n'apporte pas le bénéfice. Et donc c'est pour ça que nous on essaie toujours, d'abord parce qu'on est clinicien, on veut d'abord répondre à nos problématiques de cliniciens. Donc on démarre tout de suite par les étapes de clinique sur des patients. Donc c'est pour ça que vous voyez que là, cette étude-là, elle est financée à hauteur de 235 000 €. Ça veut dire que ça fait des années qu'on a déjà discuté de l'obtention de ce budget-là. Et donc on a commencé à discuter de ce protocole d'e-stock en 2018. On a obtenu l'argent en 2020. Donc on a anticipé énormément. Et plutôt que de démarrer juste là, c'est tout bénéfice. C'est bénéficiaire pour le clinicien, qui permet d'affirmer son concept, de prouver qu'on va dans le bon sens, et donc du coup aussi éventuellement de rétablir un design industriel qui ne serait pas totalement adapté, qui ne serait pas adapté aux patients, qui ne serait pas adapté aux cliniciens. Mais c'est des façons de voir différentes, et nous en tant que cliniciens, on aime bien toujours avoir les études qui démarrent avant. Et une autre raison aussi, et que les gens voient moins, c'est que quand c'est l'industriel qui lance une étude clinique, ça coûte 3 fois plus cher. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait que ça coûte 3 fois plus cher? Qu'est-ce qui fait que ça coûte 3 fois plus cher? C'est que quand c'est une preuve de concept qui est issue d'un organisme public, l'organisme public a pour tâche aussi de valoriser cette preuve de concept. Donc le montage de l'étude clinique est beaucoup moins cher puisque c'est sur ses propres ressources. L'aspect réglementaire, le passage devant les comités d'éthique, en gros, juste pour donner un ordre d'idée, c'était à peu près 300 € juste pour la soumission du projet. Je ne sais pas si c'est les prix actuels. Et pour un industriel, c'était 3 000 €. Puisqu'on gère, le comité d'éthique est géré dans notre institution avec nos ressources propres. Donc c'est évident qu'on nous fait payer moins cher nos propres ressources. Donc il y a ça, et à chacune de ces étapes-là, les coûts sont multiples. Et puis l'industriel a aussi des démarches réglementaires beaucoup plus assurantielles, beaucoup plus coûteuses aussi. Une fois qu'on est installé dans une activité, les assurances coûtent beaucoup plus cher que quand on n'avait pas d'activité et qu'on pouvait avoir des contrats d'assurance à 2 francs 6 sous.
C'est assez logique. On pourrait imaginer demain ce produit-là dans tous les gares, contrôler la respiration des passagers afin de voir ceux qui sont contaminés. Ah, c'est déjà le cas. Pas ce produit-là, mais ces caméras-là, elles sont déjà utilisées pour des applications de ce type-là. Celle sur la température notamment. La température Ouais. notamment. Ouais. Là, Et il y a des pourrait tech- tout ce qui est. Oui, on pourrait. Alors, on pourrait imaginer, parce que je fais justement demain, je vais faire un topo à nos réanimateurs de la Grande Interrégion Ouest à Nantes sur la mesure des volumes pulmonaires sans contact. Et effectivement, avec les caméras thermiques qui sont installées dans les aéroports, on pourrait imaginer éventuellement être capable aussi de mesurer les volumes pulmonaires. On peut faire énormément de choses avec les technologies sans contact. Par quelqu'un qui va être vite malade, là, très vite. La potentialité énorme. Ouais. Bon, donc si vous voulez investir, c'est maintenant. Aujourd'hui, ça ne vaut pas Tout grand-chose. petit Demain, c'est énorme. Ouais, c'est un peu le message. Tout ce que Stéphane a oublié de vous dire, c'est qu'en principe, ça doit être notre parrain chez Finistère Angel. En plus, tout à fait. Ouais, avec grand plaisir. Voilà. Donc si vous voulez aussi investir dans la société et être à Finistère Angel pour qu'Inaveo se développe demain, n'hésitez pas. C'est aussi un petit peu le but de Station P. Hein. Quand la jeunesse de Station P, c'est de se dire à un moment donné, on aide des entreprises et on crée demain des... On aide en tout cas, on ne crée pas, on aide au développement de sociétés d'une manière ou d'une autre, peut-être demain avec un assureur, avec un ingénieur informaticien, avec les compétences des uns et des autres. Voilà un petit peu l'intérêt qu'on veut développer à Station P. En tout cas, merci Erwan pour ton intervention.